Bonjour, bienvenue au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Vous êtes le député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous allez nous expliquer ce matin si ou comment vous avez coordonné cette campagne d'affichage représentant notamment Cyril Hanouna pour votre marche contre l'extrême droite samedi prochain. Campagne ayant donné lieu toute cette semaine et de toutes parts à des réactions politiques outrées de la classe politique entière, y compris dans votre parti LFI. Vous allez nous dire comment vous comptez procéder maintenant en tant que responsable politique avec des sujets qui sont toujours là, devant nous, comme le narcotrafic, le voile islamique dans le sport, la guerre en Ukraine et bien d'autres. Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous allez voir à l'écran trois visuels. Celui d'une photo de Cyril Hanouna non modifiée. Votre affiche qui représente donc le visage de Cyril Hanouna modifié sur un fond noir et une affiche nazie des années 30. Ma première question, Manuel Bompard, c'est qui a eu l'idée de fabriquer un tel visuel ? D'abord, je vais vous dire que la présentation que vous faites des informations, des éléments est mensongère. Mensongère, c'est-à-dire allons-y. C'est-à-dire que dans cette campagne de communication qui a été initiée par la France Insoumise pour appeler à une manifestation qui va avoir lieu samedi prochain, le 22 mars, contre le racisme, contre l'extrême droite, nous avons fait le choix de représenter un certain nombre de personnalités qui sont pour nous des figures de l'extrême droite mondiale ou des relais médiatiques des idées de l'extrême droite. Et parmi ces personnalités, il y a Cyril Hanouna, mais nous en avons représenté d'autres. Il y avait M. Trump, il y avait M. Millet, il y avait Pascal Praud, pour prendre ces exemples-là. Et que l'ensemble de ces figures ont été représentées, identifiées avec les mêmes codes graphiques, avec les mêmes méthodes de conception de ces images, et évidemment sans aucune modification ultérieure de ces images, et évidemment avec aucune volonté de cibler quelque personne que ce soit, en raison de sa confession religieuse. En quoi c'est mensonger ce que je viens de dire ? Parce que vous dites que l'image aurait été modifiée par nos soins. C'est ce qu'a dit Paul Vanier, par exemple, de votre parti, qui a dit qu'on a utilisé Grok, par exemple. Donc précisément qu'on ne l'a pas modifié intentionnellement ou volontairement. C'est-à-dire que si vous utilisez de l'intelligence juste terminer, si vous voulez bien. Et que précisément, une fois que cette image a été générée par cet outil d'intelligence artificielle, cette image n'a ensuite pas été modifiée pour la faire correspondre avec un certain nombre de codes graphiques que vous représentez à l'antenne et que je trouve évidemment totalement inacceptable. Est-ce que vous avez utilisé Grok ? Est-ce que l'information mais l'information qui a été donnée est juste et je vais même vous dire c'est une erreur de l'avoir utilisée puisque précisément à la France Insoumise, nous avons normalement une règle qui est de ne pas utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour de la conception graphique. Maintenant, je vais vous dire les choses franchement. La France Insoumise n'a jamais représenté, ciblé, visé, mis en valeur une personne en fonction de sa confession religieuse ou de son origine. Attendez, je vais vous répondre à vos questions. La France Insoumise, quand elle représente une personne sur cette campagne d'affichage, elle le fait en raison des opinions, des prises de position politiques de cette personne et évidemment en raison d'aucun d'autre des paramètres. Maintenant, je vais répondre à votre question. Oui, s'il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce que vous l'avez retiré ? Maintenant, je vais répondre à votre question. Parce que cette campagne d'affichage a été élaborée, que cette affiche a été... cette affiche, c'est pas une affiche d'ailleurs, contrairement à ce que vous dites à longueur d'antenne depuis 4 jours, c'est un visuel sur les réseaux sociaux qui a été retiré. Ça sert d'affiche, on est en 2025, il y a plus de visuels sur les réseaux sociaux que des affiches. Une affiche, c'est une affiche qu'on imprime pour ensuite la coller sur des murs et évidemment... On vit avec son temps, Manuel. Et évidemment, j'essaye de vivre moi aussi avec mon temps et évidemment ce n'est pas le cas. Pourquoi nous l'avons retirée ? Tout simplement parce que à partir du moment où elle a commencé à être publiée, elle a été comparée, comme vous le faites à nouveau à cet instant, à des visuels qui sont des visuels clairement antisémites des années 30 et que, puisque ce n'était certainement pas notre intention, nous avons voulu faire en sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce sujet en retirant ce visuel, tout simplement. Mais Manuel Bompard, je vous entends, vous dites qu'il n'y avait aucune intention, j'entends tout ce que vous dites. Une fois que c'est dit, je suppose que la France Insoumise n'est pas composée d'un culte. Vous n'êtes pas composé d'un culte historique non plus. Vous n'êtes pas un culte politiquement. Vous voyez cette affiche quand elle sort. Avant de la diffuser, vous, je ne doute pas un seul instant que vous avez une culture historique, vous voyez cette image avant qu'elle soit diffusée. Mais vous voyez dites, bien... mais mon Dieu, c'est le juif chus. C'est une représentation nazie. Je dis, vous vous rendez compte que l'intelligence artificielle a généré une image qui marque une proximité nette avec l'imaginaire nazi. Ça, vous le constatez avant de la diffuser. Quand je le constate, c'est au moment où ces différentes visuels sont mises en comparaison que certains essayent de faire cette comparaison. Et c'est la raison pour laquelle nous avons retiré ce visuel. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vais vous répondre franchement. Je trouve qu'il y a une hypocrisie, incroyable sur ce sujet. Ça fait depuis maintenant 5 jours
qu'à longueur d'antenne, on parle de ce visuel qui est resté quelques instants sur les réseaux sociaux et qui a été supprimé immédiatement. Mais pourquoi il y a quelques jours, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, mais j'ai répondu à la question de pourquoi il a été supprimé. Attendez. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Dites-moi. Je vais vous dire quelque chose. Il y a 2 jours, sur votre antenne, vous avez invité une personne qui est déléguée générale du syndicat étudiant de l'UNI. Ce syndicat étudiant, sa section de Strasbourg, a publié il y a quelques semaines un jeu de cartes dans lequel les cartes représentaient des personnes de confession juive et faisaient des amalgames et des jeux de mots entre la religion des personnes et l'utilisation de l'argent, par exemple, c'est-à-dire des préjugés qui sont des préjugés clairement antisémites. Vous avez invité cette personne sur votre plateau il y a 2 jours, vous lui avez pas posé une seule fois la question de savoir si ça lui posait problème d'avoir publié ce jeu de cartes, si il avait pris des mesures sur le sujet, etc. Je comprends la stratégie du contre-feu. Non, c'est pas du contre-feu. Je vous propose une question. Je mets juste en valeur votre hypocrisie sur cette question. Ma question n'est pas de mauvaise foi. Vous êtes un homme cultivé, je n'en doute pas. Vous voyez cette affiche. Vous la voyez. J'ai répondu à votre question. Non, pas vraiment, si je peux me permettre. Vous voyez cette affiche, vous voyez bien ce que tout le monde qui a un peu de culture historique voit, c'est-à-dire on ne peut pas diffuser ça. C'est une référence involontaire, d'accord, mais c'est une référence à l'imaginaire nazi. Vous pouvez pas faire ça. Il n'y a aucune volonté dans cette affiche donc, il y a de faire une référence à quelque image que ce soit. Et à partir du moment où certains ont commencé à dire regardez, on met les 2 images côte à côte, ça veut dire que celle-là elle peut laisser penser à celle-là. Ils ne l'ont pas dit pour rien. Alors attendez, mais laissez-moi terminer, vous n'en avez pas. À partir du moment où ce parallèle commence à être fait, de mon point de vue, de manière totalement malhonnête, à partir de ce moment-là, nous retirons ce visuel de faire ce parallèle et de chercher à faire croire que nous aurions eu l'intention de reprendre les mêmes codes graphiques que ces affiches qui sont des affiches inacceptables. Même au sein de votre parti, il y a des gens qui disent c'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est une erreur, une défaillance. Mais je crois que j'ai dit assez clairement qu'il ne fallait pas utiliser l'outil de l'intelligence artificielle. Non, mais vous n'avez pas dit qu'il fallait utiliser cette affiche. L'image. Non, mais attendez. Tranquillement, vous inquiétez pas. J'ai compris que ça fait 4 jours sur ce sujet que vous aviez consacré à peu près 10 heures d'antenne par jour à cette question. Mais parce que c'est grave, Manuel. Je vois que c'est une très grande priorité pour vous. Donc je vous réponds sans aucune difficulté. Je vous dis que cette affiche a été supprimée à partir du moment où elle commençait à donner lieu à ce paramètre. Et je peux même vous dire sans aucun paramètre ce parallèle, pardon. Et je peux même vous dire sans aucun problème, sans aucune difficulté que manifestement, puisqu'elle a permis de faire ce parallèle, cette affiche n'aurait pas dû être publiée, ce visuel n'aurait pas dû être publié. Vous, Manuel Bompard, sans être, vous, en tant qu'humain, en tant que personne, sans être LFI ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous en pensez de cette affiche ? Eh ben, je pense qu'à partir du moment où elle peut faire référence ou donner l'impression d'avoir eu une intention qui visait une personne en fonction de sa confession religieuse, il ne fallait pas la publier. Donc c'est pour ça qu'elle a été supprimée. Maintenant, je ne vais pas passer, si vous voulez, mon émission à parler de ce sujet. Parce que si vous voulez... Vous voyez bien qu'il y a une différence entre le premier portrait de Cyril Hanouna et la photo retouchée. Mais pas du tout. Mais vous voyez bien qu'il y a une différence entre les deux. Il n'y a pas du tout de différence. Et il n'y a pas du tout de différence. Non, mais c'est extrêmement malhonnête ce que vous faites. Mais non, c'est pas malhonnête, Manuel. C'est extrêmement malhonnête. Tout le monde. Vous comparez cette affiche avec une affiche. Je parle pas de complètement ignoble. Je parle des 2 premières. Les 2 premières. Vous voyez bien que là, c'est un portrait de Cyril Hanouna que vous pouvez trouver sur Internet, qui n'est pas retouché. Et la deuxième. Mais elle n'a pas été retouchée. Cessez de dire des choses qui sont des choses inacceptables. Mais vous venez de me dire qu'elle a été retouchée par l'intelligence artificielle. Mais non, elle n'a pas été retouchée. Elle a été produite par de l'intelligence artificielle. Ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de volonté de modifier volontairement des traits du visage. Mais qu'est-ce que vous répondez au député RN Philippe Schreck qui a fait la manip justement sur Grok lui aussi et qui a dit que pour faire cette affiche, justement, sur Grok, sur l'intelligence artificielle que vous avez utilisée, il fallait utiliser le mot juif. Mais c'est pas du tout vrai. Enfin, faites l'expérience vous-même. En fait, ce monsieur est un inculte, de l'utilisation des outils. Un peu comme celui qui a permis la diffusion de l'affiche. Calmez-vous, monsieur. Je suis calme, croyez-moi. Ah non, là, j'ai pas eu l'impression que vous étiez... trompez-vous. Mais ce monsieur est un inculte. C'est pas parce que lui a utilisé cet outil d'intelligence artificielle avec une requête antisémite qu'on ne peut pas obtenir une image de cette nature avec une requête qui ne l'est pas. Et je peux vous le dire sans aucune difficulté, la requête ne l'était évidemment pas. Puisque c'est la même qui a été utilisée, par exemple, pour générer le portrait de Pascal Pro qui a été utilisé. Petite question sur ce sujet. Je comprends, vous combattez des idées, évidemment. Vous combattez alors pourquoi vous m'interrogez déjà depuis 10 minutes sur cette question ?
mener des attaques personnelles contre des personnes comme ça, un présentateur télévision, un animateur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans, une volonté de placer une étiquette, pas une étiquette, mais une cible sur le dos des gens en disant, lui, c'est un ennemi public, lui, il faut en finir avec lui? Mais enfin, monsieur Bocoté, c'est un appel à une manifestation. C'est pas un appel C'est pas un appel à la haine contre Cyril Hanouna, c'est pas un appel à s'en prendre à qui que ce soit de manière personnelle ou individuelle. Mais attaquer Pascal Pro individuellement, attaquer Cyril Hanouna individuellement, c'est pas les attaquer individuellement. Mais enfin, ce ne sont pas des leaders politiques. C'est une plaisanterie ou c'est une question sérieuse? Ce ne sont pas Vous voulez qu'on fasse la liste? Est-ce que ce sont des leaders politiques? Attendez. Vous voulez qu'on fasse la liste sur votre propre antenne de l'ensemble des fois où vous mettez en avant les prises de position de telle ou telle personne? Et est-ce qu'à ce moment-là, je suis en train de vous dire, vous lui mettez une cible dans le dos? Enfin, soyez un petit peu sérieux, s'il vous plaît. Sérieux, je vous dis, il y a une différence entre une cible politique et attaquer un présentateur télévision, un animateur, désigner à la vindicte publique, c'est pas un peu différent? Mais Cyril Hanouna véhicule des idées qui sont des idées proches de l'extrême droite. Et si vous avez besoin d'en avoir la démonstration, il suffit de voir que sur sa propre émission, plus de 50% du temps d'antenne a été attribué à des figures issues de l'extrême droite. Donc je pense que c'est tout à fait factuel de dire ça. J'ai besoin de vous rappeler l'ensemble des condamnations par l'Arcom auxquelles Cyril Hanouna a dû faire face. J'ai besoin de vous en parler. Bon, donc je vous propose... Moi, après, je vais vous dire franchement, je vais vous dire les choses sincèrement. Si vous voulez qu'on passe l'émission sur ce sujet, on va le faire. Mais alors, on va regarder vos propres responsabilités dans la propagation des idées racistes et antisémites dans ce pays. Et dans ce cas-là, je suis pas sûr que ça soit à votre avantage à la fin. On marque une pause et on se retrouve dans un instant sur le plateau du Grand Rendez-vous. Sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, les Échos avec Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Juste deux dernières questions, parce que ça n'a pas été totalement clair sur ces affiches. Et après, on parle d'autres. Je crois que ça l'a été, mais allez-y. Les mots qui ont été utilisés dans Grok pour je crois que j'ai répondu déjà à cette question, monsieur. Et la validation, vous êtes coordinateur de la France Insoumise, donc vous coordonnez les choses. Alors, la première chose... Est-ce que c'est vous qui avez validé cette affiche? Je vais donc répéter des choses que j'ai déjà dites, puisque quand vous m'avez interrogé tout à l'heure sur monsieur Schreck, je crois, le député du Rassemblement National... Vous avez dit que c'était un inculte. Oui, c'est un inculte, parce que c'est pas parce que lui arrive à un résultat en utilisant telle ou telle requête dans un outil d'intelligence artificielle qu'on ne peut pas obtenir le même résultat ou un résultat proche par une autre requête. Bon, ça, c'est la première chose que je vais vous dire. Donc, évidemment que les requêtes qui ont été utilisées ont été les mêmes pour chacune des personnalités politiques qui ont été représentées dans cette campagne. Et évidemment qu'elles ne font aucune mention, aucune référence à la confession religieuse ou à l'origine. Donc, vous n'avez pas utilisé, par exemple, le mot juif en mot-clé dans l'IA d'Elon Musk? Évidemment que non. Évidemment que non. Pour le reste, j'ai dit aussi qu'à partir du moment où cette affiche avait été mise en comparaison avec une autre, elle avait été supprimée. J'ai dit qu'elle n'aurait donc pas dû être publiée puisqu'elle a donné lieu à ce paramètre et à cette comparaison. Et j'en resterai là pour le reste. Parce que si maintenant vous voulez vous interroger... C'est une forme de regret, Emmanuel. Mais maintenant, si vous voulez vous interroger sur les modalités et les procédures de fonctionnement de la France Insoumise et sur les responsabilités des uns et des autres, alors moi, par exemple, je pourrais vous interroger pour savoir qui... à CNews avait décidé de mener et de représenter... Attendez, non mais on va aller jusqu'au bout de la discussion parce que vous voulez qu'on passe plus de temps sur ce sujet. J'ai devant moi le coordinateur de la France Insoumise, c'est vous qui me laissez pas terminer. Non, c'était moi qui étais en train de parler, vous êtes en train de me couper. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise et donc vous êtes celui qui décide. Alors... Monsieur, quand vous avez, vous, CNews, publié un visuel dans lequel vous expliquez que l'avortement était la première cause de mortalité... On a parlé de ça. Ce sont des sujets qui ont été évoqués. Est-ce que vous avez dit qui avait été responsable de cette erreur? Quelles étaient les mesures qui avaient été prises pour y faire face? Les responsables de la chaîne ont même été auditionnés en commission parlementaire. Vous le savez très bien. On a parlé de ce sujet. Moi, je voudrais savoir... Mais je vous ai répondu. Le coordinateur je vous ai répondu. Vous validez ou vous ne validez pas? Mais je vous ai répondu. Quelqu'un d'autre valide? Je vous ai répondu qu'à partir du moment où ce visuel donnait lieu à des comparaisons qui sont des comparaisons odieuses, à partir de ce moment-là, il avait été supprimé. Et que, évidemment, ma responsabilité à ce moment-là, c'était d'obtenir et de faire en sorte qu'il ne figure plus sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, en tant que coordinateur de la France Insoumise. Et je le suis, et j'en assume toutes les responsabilités. Manuel Bompard, Bruno Retailleau, dans Le Parisien, ce matin, dit ceci: il y a une convergence des luttes entre l'islamisme et l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je lui réponds que je trouve ça inacceptable, insupportable. Mais bon, ce n'est pas la première déclaration de M. Retailleau qui fait des sortes d'amalgames et de parallèles qui sont des parallèles complètement honteux. Enfin, écoutez, monsieur, à un moment, quand vous polémiquez avec une autre formation politique, vous devez le faire sur la base pas de vos fantasmes. Vous devez le faire sur la base des prises de position politiques de cette organisation politique et de ses prises de position programmatiques. Attendez, monsieur Bock-Côté. À quel moment pouvez-vous me dire laquelle des mesures qui est dans notre programme, il y en a 800, il y en a plus de 800, laquelle des mesures qui est dans notre programme consisterait, par exemple, à distinguer les gens en fonction de leur confession religieuse? Quelle mesure de notre programme serait contraire au principe de laïcité? Laquelle? Parce qu'à un moment, si vous jetez des accusations qui sont des accusations aussi graves, il faut être en mesure de les argumenter. Mais M. Retailleau n'argumente rien. M. Retailleau balaye, diffuse des fantasmes sans aucune argumentation. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Autre que ce monsieur dit n'importe quoi. Sur la question de la laïcité, par exemple. Le ministre de l'Intérieur dit n'importe quoi. Précisément, dans cette interview, bon, c'est pas la première fois. Vous donnez l'exemple de la laïcité. Par exemple, à ce que j'en sais, LFI n'est pas particulièrement favorable à l'interdiction du voile islamique à l'école et peut-être même dans l'espace public. Ça, selon vous, c'est conforme à l'esprit de la laïcité ou dans le sport? Ah, parce que pour vous, monsieur Bock-Côté, l'application de la loi de 1905, c'est l'interdiction du voile dans l'espace public. Vous aurez compris que la compréhension de la laïcité a évolué avec le temps. Non, mais... Par exemple, quand on veut interdire le voile à l'école ou dans les sports. Donc, interdire le voile islamique dans le sport, ce n'est pas de la laïcité. Mais précisément, la question, y compris même la manière avec laquelle vous êtes en train de me poser la question, démontre, pardonnez-moi, monsieur Bock-Côté, que vous ne comprenez pas la laïcité et l'application de la loi de 1905. Puisque je constate que... Attendez, laissez-moi répondre à votre question. Sauf que vous m'accusez d'une incompréhension. Ne nous trompons pas. Je vous pose la question. Est-ce que l'interdiction du voile islamique dans le sport, c'est de la laïcité? Mais regardez pourquoi vous ne comprenez pas la laïcité. Parce que vous m'interrogez sur la base d'une religion en particulier. Vous êtes en train et se davantage dans l'espace public aujourd'hui. À ce qui est malheureusement une déformation de la défense de la laïcité à laquelle on assiste dans ce pays depuis des années et des années, à déformer, à transformer, à instrumentaliser la laïcité pour en faire un outil de stigmatisation des personnes qui pratiquent une religion en particulier. C'est de la stigmatisation. Attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, parce que sinon ça va être vous lancez des accusations. Critiquer le voile, c'est de la stigmatisation par les gens. Donc la question, c'est pas le voile, la croix ou le kippa. La kippa, la question, c'est les signes religieux. C'est ça la question qui est posée, si vous voulez qu'on parle de laïcité. Or, les signes religieux aujourd'hui ostentatoires sont interdits à l'école et personne à la France insoumise n'a proposé de remettre en cause cette interdiction. Et dans le sport. Ensuite, la loi... Vous êtes pour ou contre dans le sport? Je vais vous répondre. Oui. Je vais vous répondre. Faites attention avec votre verre d'eau. Je vais vous répondre. Je comprends que le sujet vous tende un petit peu. Ça s'appelle une noyade, Stéphane. Voilà, un naufrage même. Un naufrage. Un peu comme les questions que vous êtes en train de me poser. Oh là là. C'était facile. Oh, il fait des blagounettes. Alors maintenant, on va aller sur le fond du sujet. Oui. Le principe de la loi de 1905, c'est que les usagers ne sont pas astreints aux mêmes règles que les agents de la fonction publique et du service public. Les agents du service public ont un devoir de neutralité, de ne pas afficher leur appartenance religieuse. Elle ne s'applique pas aux usagers, ça ne s'applique pas à l'espace public. Donc évidemment que je suis opposé à la loi qui a par exemple été examinée au Sénat et qui vise à dire il ne peut y avoir aucun signe religieux mais il n'y a pas dans la pratique sportive. Dans le sport aujourd'hui. Attendez, s'il vous plaît. Juste, je termine parce que c'est important. Je pense que ce sujet... il doit être de la responsabilité des fédérations sportives et le seul paramètre qui doit rentrer en ligne de compte, c'est quelles sont les tenues qui sont adaptées à la pratique sportive en question. Pour vous, il n'y a pas d'entrisme musulman ou islamiste dans le sport? Écoutez, j'ai vu qu'il y avait eu un rapport qui, je crois, a été réalisé. On ne peut pas dire que c'est par un de mes amis. C'est un député du Rassemblement national, M. Odoul, et une députée macroniste, Mme Yadan. Dans ce rapport, on lit que pour 2,2 millions de licenciés dans le football, il y aurait eu l'année dernière 10 incidents. 10 incidents sur 2,2 millions de licenciés. Si vous pensez que c'est effectivement la grande menace du moment, bon, je vous laisse cette appréciation. Mais 10 incidents sur 2,2 millions, je ne vais pas faire le calcul ici, parce que je pense que le pourcentage ne serait pas tout à fait à votre avantage. D'autres rapports disent tout à fait le contraire. Si je sais pas, c'est un rapport qui a été fait par nos adversaires politiques. Et un sondage, Mathieu, si vous le permettez, un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 73% des Français sont favorables à l'interdiction du voile lors des compétitions sportives. Ça fait quand même 3/4 des Français. Mais
c'est pas parce que vous avez un sondage qui dit telle position que je suis obligé d'être d'accord avec cette position, parce que moi je pense que ce n'est pas une bonne position. Vous êtes dans les 27%. Je pense que ce n'est pas une bonne position. Mais votre argument consiste à dire qu'il y a seulement 10 voiles, donc c'est pas grave. S'il y en avait 10 000, 100 000, mais là, c'est pas un problème. Mais c'est pas. D'autant que c'est la réalité. Non, je ne suis pas en train de vous répondre. Je ne vous dis pas il y a 10 voiles, je ne sais quoi. Je suis en train de répondre à votre question qui laissait entendre qu'il pourrait y avoir un progrès de l'islamisme dans ce pays, d'emprise sur le sport, etc., qui correspond pas du tout à la réalité. Pourquoi j'y suis opposé? C'est pas pour des questions, c'est pour une question très simple. C'est que je pense que cette loi, si elle devait être adoptée, va sortir de la pratique sportive un certain nombre de personnes, alors que précisément, si on est interrogé et si on se pose la question de savoir comment on a une politique d'émancipation, je pense que le sport, s'il y a très peu d'incidents, il ne va pas sortir grand monde de la pratique sportive. Je pense que mais précisément là, c'est des incidents dont vous êtes en train de parler. Mais en fait, le problème, c'est que vous partez du principe que s'ils ne peuvent pas porter le voile, ils n'iront pas au sport. Non, peut-être que justement, ils retireront. Non, c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Vous partez du principe qu'une personne qui porte le voile dans une pratique sportive, c'est un incident. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas du tout dit ça. Donc moi, je pense que, y compris si on est... Vous avez dit que ça sortirait les gens de la pratique sportive. Il y a très peu de cas. Ça a l'air évident qu'il y a très peu de cas. Stéphane, s'il vous plaît. Ça a l'air évident pour vous, mais j'ai l'impression que pour vous, ça a l'air évident. Oui, pour moi, ça l'est. Dès lors que je ne peux pas porter un signe religieux, je sors du sport. J'arrête la compétition, j'arrête mes rêves d'enfant. Je crains que ça puisse malheureusement parfois produire ce type de situation. Parfois, mais pas systématiquement. Et je ne le souhaite pas. Là, vous avez dit que tout le monde sortirait de la pratique sportive. Et je ne le souhaite pas. Mais le point de départ de la question, excusez-moi, c'était mon rapport à la laïcité. Et en l'occurrence, je crois que par cette position, je suis extrêmement fidèle à la loi et à l'esprit de la loi de 1905 qui garantit la séparation de l'Église et de l'État, qui garantit la neutralité des agents publics, mais qui ne s'applique ni aux usagers, ni à la question des signes religieux dans la rue. Voilà, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, est l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews. À tout de suite sur nos deux antennes. Renault 5 e-Tech électrique, dès 200 € par mois. Borne de recharge offerte. Pendant les portes ouvertes du 13 au 17 mars, 2 mois de loyer offert. Manuel Bompard est l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos ce matin. Voté à l'unanimité par le Sénat, la proposition de loi contre le narcotrafic arrive ce lundi à l'Assemblée nationale. Vous allez vous opposer ? Oui, parce que c'est un texte qui est un texte inefficace et dangereux. Inefficace parce que la plupart des mesures, des annonces qui sont dans ce texte de loi, en fait, consistent essentiellement à de la communication. Je vous donne un exemple. On nous dit il va y avoir un parquet national sur les stupéfiants. Bon, il existe déjà un office français sur les stupéfiants. Il existe déjà une juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Ce sont des outils qui existent déjà, qui par ailleurs malheureusement souffrent d'un manque assez criant de moyens pour pouvoir bien faire leur travail. Et c'est pas parce que vous en changez le nom que ça va apporter quelques réponses que ce soit. Et puis c'est inefficace de mon point de vue parce que ça ne se pose pas vraiment la question de comment cette question-là du trafic de drogue est imbriquée dans une logique plus large, qui est la logique de la criminalité organisée. Et en se focalisant uniquement sur la question du trafic de drogue, ça met de côté un certain nombre de sujets qui sont des sujets décisifs si vous voulez lutter de manière efficace contre la criminalité organisée. C'est la question du blanchiment d'argent, c'est la question de la corruption, c'est la question des trafics des armes, c'est la question des trafics des êtres humains. Toutes ces questions-là ne sont pas traitées. C'est 100 morts chaque année, le narcotrafic, c'est ce que précise Bruno Retailleau. Oui, mais ces morts chaque année, ils sont bien, par exemple, tués avec des armes qui arrivent d'une certaine manière. Si on ne se pose pas la question de savoir comment on limite ou on réduit et on lutte contre le trafic des armes, par exemple, on ne va pas résoudre est-ce que vous avez un plan pour le trafic des armes en France ? Précisément. Je vous annonce ou je vous réannonce, puisque y compris c'était sur votre antenne il y a à peu près 2 mois qu'on avait présenté un plan avec 60 mesures de lutte contre la criminalité organisée de manière générale et qui consiste d'abord donc à s'attaquer à l'ensemble des paramètres et pas uniquement à la question de la drogue, premièrement. Deuxièmement, qui consiste à cibler le haut du panier. Et donc, pour cibler le haut du panier, ça veut dire mettre des moyens, par exemple,
dans la police judiciaire, qui est la police d'enquête, la police... Mais la question de la Ce drogue sont les n'est-elle pas ministres de l'Intérieur et de la Justice. Mais monsieur, pardon, mais c'est pas vrai. Parce que dans le dernier budget qui vient d'être passé en force par 49.3, on supprime plusieurs milliers de postes dans la police judiciaire. Alors que c'est précisément la police en charge de l'enquête, de l'investigation et du démantèlement des réseaux de la criminalité organisée. Vous parliez, Mme Bompard, du haut du panier. Dans ce texte, il est notamment prévu qu'il y ait des quartiers réservés dans certaines prisons pour les narcotrafiquants les plus dangereux. Vous êtes hostile ou favorable à cette mesure ? Je pense que c'est une mesure qui est contre-productive. Parce que si votre logique, c'est d'essayer de lutter contre les logiques de cartélisation, c'est-à-dire de réseaux de criminalité organisée qui s'associent, qui se mettent d'accord, je suis pas sûr que les mettre au même endroit d'un point de vue géographique soit la meilleure solution pour... C'est ça l'idée quand même. Oui, d'accord, mais enfin, sauf erreur de ma part, ils sont déjà à l'isolement dans des prisons qui sont des prisons normales. Donc attendez, mais si aujourd'hui il y a un problème dans ces prisons qui permettent à des trafiquants de continuer, par exemple, à pouvoir communiquer vis-à-vis de l'extérieur, il faut se poser la question de savoir pourquoi c'est le cas, parce que c'est contraire au règlement de ces prisons, et donc peut-être de se poser la question avec les services pénitentiaires de qu'est-ce qu'il faut améliorer, est-ce qu'il faut augmenter... C'est de la com, selon vous. Je pense que c'est de la com. En fait, vous savez, moi je suis député de Marseille et je suis assez bien placé pour le savoir. À chaque fois qu'il y a un ministre de l'Intérieur, il vient à Marseille et il fait des annonces qui sont des annonces de communication. Alors on a eu la DEA à la française. Puis maintenant, on a le quartier haute sécurité comme les prisons américaines. Mais vous savez, vous pouvez changer les noms. Ça ne sert à rien, en fait. Donc moi, je dis, j'ai une logique tout à fait différente que je pense beaucoup plus efficace pour lutter contre ce problème. J'ai dit, c'est taper le haut du panier. J'ai dit, c'est prendre le problème dans toutes ses dimensions. Et je dis aussi, c'est tourner la page d'une logique qui est une logique de prohibition sur le cannabis qui ne produit pas les résultats parce qu'elle ne fonctionne pas. Parce que depuis maintenant 10 ans, on a augmenté de quasiment 100% le budget de la répression vis-à-vis des consommateurs de cannabis et que ça ne fait pas baisser la consommation. Et que donc, si vous voulez avoir une politique et une politique plus intelligente, il faut prendre le problème de la consommation du cannabis comme un problème de santé publique. Il faut avoir des campagnes de santé publique et donc il faut obtenir et tourner le dos à une logique de prohibition qui ne produit pas les résultats. Revenons juste un instant sur le diagnostic. On parle beaucoup de la question de la drogue pour une raison simple, c'est que le narcotrafic aujourd'hui impose sa loi sur plusieurs quartiers, n'hésite pas à tuer des policiers, n'hésite pas à tuer des gendarmes et ainsi de suite. Donc est-ce que vous reconnaissez que ça pose une question de souveraineté même, la question du narcotrafic aujourd'hui? Évidemment, mais je ne suis surtout pas donner l'impression de nuancer la gravité du sujet. Il est évidemment dramatique et moi-même, sur ma propre circonscription, j'ai eu malheureusement des gens qui sont morts par fusillade ou par assassinat. 150 magistrats en France qui sont sous protection. Liés au trafic de drogue. À cause du narcotrafic. Mais vous ne pouvez pas dire maintenant, malheureusement, les réseaux mafieux, il y a toujours eu à l'intérieur de la violence. Peut-être qu'elle s'est modifiée dans sa forme. C'est-à-dire décider d'attaquer directement les policiers, les gendarmes, les forces de l'ordre. Il y a un basculement dans la violence. Mais pareil, encore une fois, c'est pas du tout pour nuancer le problème, mais je veux dire, les réseaux mafieux, de tout au cours du XXe siècle, malheureusement, s'attaquaient aussi aux juges. On a eu des exemples dramatiques de ça, de l'assassinat d'un juge à Marseille, en Italie, vous le savez comme moi. J'entends, mais il n'y a pas de radicalisation ces dernières années. Je dispose pas, moi, aujourd'hui, d'éléments qui me permettent de dire... C'est ce que suggère le ministre de l'Intérieur. Mais je propose plutôt qu'on se pose la question de savoir comment on lutte sur ce sujet de la manière la plus efficace possible. Je pense que c'est plutôt ça qui doit nous intéresser. L'efficacité dépend de la qualité du diagnostic. Oui, mais précisément, M. Bocoté, je pense que si vous voulez lutter contre ces réseaux violents, meurtriers, assassins de la criminalité organisée, je pense que vous devez aussi leur couper les financements. Et pour leur couper les financements, je pense que le fait de de mettre un terme au fait que le trafic de cannabis soit utilisé aujourd'hui comme la principale source de financement de ces réseaux de criminalité organisée irait dans la bonne direction. De ce point de vue, il y a deux discours. D'un côté, certains disent le cannabis, d'accord, mais rien d'autre. Et certains disent le cannabis d'abord et ensuite les autres drogues. Quelle est votre position? Mais moi, je pense que là, pour l'instant, c'est le cannabis qu'il faut... mais est-ce qu'après-demain, vous seriez ouvert à la légalisation, banalisation des autres drogues? Non, mais d'abord, et je précise, la drogue, c'est une addiction, c'est dangereux. Et donc, il faut avoir des politiques de santé publique pour lutter contre l'utilisation de la drogue. Non, mais parce que
je ne veux pas laisser entendre que parce que vous dites qu'il faut tourner le dos à une logique de prohibition sur le cannabis et donc il faut organiser la légalisation du cannabis, vous seriez pour encourager la consommation des drogues. Que partout ailleurs dans le débat, quand on légalise le cannabis, la prochaine étape, ce sont les autres drogues. La question est partout, on en débat comme tel. Je vous pose votre position sur ça. Je trouve que... Après-demain, la cocaïne? Non, je suis pas... Je pense qu'il faut d'abord le faire sur le cannabis. D'abord. Non, mais parce que y compris, il faut mesurer si ça fonctionne ou pas. Ce que je peux vous dire sur ce sujet... Il y a beaucoup de pays qui en reviennent, notamment en Allemagne, dans le canton de Genève, en Suisse. Il y a d'autres pays où ce résultat, où cette politique, y compris qui n'a pas toujours été faite par la gauche, si vous prenez le Portugal, c'est la droite qui a mis en place une politique et une politique... Attendez. C'est pas je précise ce point-là pour montrer que parfois ça va au-delà des frontières politiques. Bien sûr. Au Portugal, par exemple, un gouvernement de droite a dépénalisé y compris la consommation des drogues dures, et ça a produit plutôt la baisse de la consommation et la baisse de la mortalité. Mais vous, aujourd'hui, en France, vous dites d'abord le cannabis. La suite, c'est quoi? J'ai donné ma position. Notre position programmatique aujourd'hui, c'est la légalisation du cannabis, et c'est des politiques de santé publique pour lutter contre la consommation de l'ensemble des drogues. Vous prenez le pouvoir 5 ans plus tard. Est-ce que les autres drogues sont légalisées? Mais je vois bien où vous voulez m'emmener, monsieur Bocoté. Je comprends votre logique. Mais ma logique, elle est très claire. Je crois pas que ça. Mais attends, je sais pas ce qu'il n'y a de pas clair en vous disant ma logique, c'est tourner le dos à la logique de prohibition, légaliser le cannabis et ensuite attaquer la consommation des drogues à travers des politiques de santé publique. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on est plus efficace pour lutter contre la consommation des drogues et donc pour les conséquences aussi qu'induit cette consommation de drogue ensuite pour la vie des gens et le financement de ces réseaux de criminalité organisée extrêmement violents. Sur le dossier algérien, Bruno Retailleau, dans une interview au Parisien, dit pour la première fois qu'il serait prêt à lâcher son tablier si jamais on ne lui donnait pas tous les éléments pour aller jusqu'à son terme, justement, à régler cette affaire. C'est une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle? Ah oui, je pense que si M. Retailleau n'était plus dans le gouvernement, ce serait une bonne nouvelle. Oui, non, pour la France, je pense. Parce qu'il ne faut pas dénoncer les accords de 1968. Vous voulez dénoncer les accords de 1968, vous allez avoir un problème. C'est que si vous dénoncez de manière unilatérale les accords de 1968, vous allez revenir aux accords précédents, qui sont les accords d'Évian, qui organisent la libre circulation entre l'Algérie et la France. Je ne suis pas sûr que ce soit la volonté de M. Retailleau. Non, mais parce qu'à un moment, il faut être sérieux quand on parle de ces sujets. On peut faire un nouveau traité. Ah oui, mais pour ça, il faut être deux, monsieur. Donc vous allez obliger la partie algérienne à faire un nouveau traité. Non, mais vous pouvez le souhaiter peut-être, mais... Moi, je ne le souhaite rien, c'est la position du gouvernement. Non, mais vous me regardez comme si je le souhaitais. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment, il faut être un peu sérieux. C'est quoi la bonne méthode avec l'Algérie? C'est le dialogue, mais le dialogue ou la diplomatie, ça a échoué jusqu'à présent. Donc Ah bon, on a essayé le dialogue et la diplomatie? À propos de Boualem Sansal un peu, non? Vous ne trouvez pas que ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on dialogue pour... Pardonnez-moi, si vous voulez qu'on parle de ce sujet, précisément, je pense qu'on s'y est pas pris de la bonne manière. Alors, ça a été quoi la bonne manière? Madame Borne, qui est allée, quand elle était première ministre en Algérie, elle est revenue bredouille. Monsieur Macron, qui était là, vous ne parlez pas de... Là, monsieur Bocoté me parlait de Boualem Sansal, en l'occurrence. Sauf erreur de ma part, quand Madame Borne est allée en Algérie, il n'était pas emprisonné, Boualem Sansal. Donc il faut parler... Donc c'est quoi la bonne méthode pour amener Boualem Sansal et le libérer? Je crois que quand de mon point de vue, quand on fait un point qui devient un point de polémique et de crispation entre la France et l'Algérie de ce sujet, je pense qu'en fait, c'est précisément la plus mauvaise méthode si on veut obtenir sa libération. C'est pas un point de crispation d'arrêter un écrivain et de l'enfermer? Mais évidemment, je suis évidemment opposé au fait qu'ils soient enfermés. Je vous dis juste depuis qu'il est élu, Emmanuel Macron, il a multiplié les gestes de bonne volonté vis-à-vis de l'Algérie. On va laisser répondre, monsieur Bompard. Je vous donne juste un exemple, par exemple. Je ne vais pas donner son nom pour ne pas le mettre en difficulté, mais il y a quelques mois, il y a eu un chercheur français qui a été emprisonné en Tunisie. Et à l'époque, il y a eu une action, moi-même j'ai été saisi sur ce sujet. Et ce sujet a donné lieu à sa libération. Et a donné lieu à sa libération précisément parce que ce sujet n'a pas été posé sur la place publique comme étant un point de crispation. Parce que si vous le faites, alors de l'autre côté, vous avez une partie, la partie algérienne, qui prend ce sujet comme un point de crispation et qui dit maintenant, si on lâche, on cède. On a demandé la libération. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler du tout. Je dis qu'il faut essayer effectivement, par la voie diplomatique, d'obtenir sa libération. Mais on a essayé. L'histoire des accords de 68. On en a fait un point de crispation public. Ça vient après.
Non, on a demandé la libération de Boualem Sansal bien avant. C'est pas vrai. Enfin, excusez-moi de vous le dire. Il est emprisonné depuis novembre. Excusez-moi de vous corriger sur ce sujet, mais je suis obligé de... Vous pouvez me corriger, mais c'est exact. C'est le gouvernement Bayrou qui est arrivé sur la dénonciation. Monsieur de Vigneault, excusez-moi, mais encore une fois, pardonnez-moi, mais ce que vous dites est inexact. L'année dernière, il y a eu une niche parlementaire à l'Assemblée nationale dans lequel, par exemple, ce sujet a été discuté. Ça a été discuté, mais ça n'a pas été... Vous n'avez pas eu le Premier ministre qui a dit publiquement, nous allons peut-être dénoncer les accords de 1968. Ça n'a peut-être pas été la position Là, du en gouvernement. l'occurrence, on a demandé la libération de Boualem Sansal. Mais ça sert à rien, monsieur. Enfin, je veux dire... Donc la diplomatie ne sert à rien. Non, ce qui ne sert à rien, c'est d'avoir une stratégie de montée en tension comme ça, qui fait que chacun ensuite se campe et se replie sur ses propres positions. Vous devez au contraire essayer... Donc tout le monde aurait dû se faire discret dans l'espoir de libération. Je ne dis pas tout le monde aurait dû se faire discret. Je dis il ne faut pas en faire un point de crispation publique. Si vous en faites un point de crispation publique, à la fin, moi mon sujet c'est d'essayer d'obtenir, pas de faire de la politique intérieure. Vous voyez. Mais c'est pas quand une personne en soi. Arrêtez l'écrivain. Je suis étonné franchement. Mais bien sûr que si. À quel moment je suis en train de vous dire l'inverse, monsieur? Vous venez de le faire. Mais non, je ne vous dis pas l'inverse. Enfin, je sais pas. On marque une pause. Je crois que j'ai été assez clair sur le sujet, mais on marque une pause. On marque une nouvelle pause dans le grand rendez-vous. On revient dans une dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise. Mercredi, une partie des députés insoumis et communistes n'ont pas voté la résolution de soutien à l'Ukraine. Marine Le Pen a jeudi expliqué qu'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne allait bouleverser les marchés agricoles français, notamment mettant quasiment sur la paille les agriculteurs français. Est-ce que c'est cela qui a freiné les insoumis ou est-ce que c'est parce que vous êtes pro-Poutine, comme le soutient Anne Hidalgo sur Public Sénat il y a 2 jours? D'abord, oui, ça fait partie évidemment des éléments. Le fait que dans cette... Que vous êtes pro-Poutine? Non, je vais y répondre sur ce sujet, vous inquiétez pas. Le fait que dans cette résolution, il y avait la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et nous y sommes opposés. Et contrairement à Madame Le Pen, quand on est opposé à quelque chose, nous on vote contre. Parce que je veux bien qu'on m'interroge sur mon vote sur ce sujet, j'ai pas de problème, je l'assume totalement. Mais Madame Le Pen, elle dit qu'il faut pas que l'Ukraine adhère à l'Union européenne, mais elle laisse passer la résolution qui contient en son sein... C'est absolu. Oui, d'accord. Donc à un moment, il faut être un petit peu cohérent. Donc ça fait partie des éléments dans cette résolution qui ne nous convient pas. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas présenter ce texte ou ce vote comme étant un vote de soutien ou de pas soutien à l'Ukraine. Moi, évidemment, que je soutiens la résistance du peuple ukrainien face à une agression russe qui est inacceptable et que à chaque reprise, j'ai dit que oui, la France devait être en soutien de l'Ukraine. Mais là, en l'occurrence, ce texte n'était pas un texte sur le soutien ou pas à l'Ukraine, était un texte notamment sur la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et qu'est-ce que vous répondez à Madame Hidalgo? Pour le reste, pour Madame Hidalgo, on va être très clair. La position de la France insoumise, s'il y a besoin de la redétailler, je la redétaille. La France insoumise, elle est pour une politique en matière étrangère qui est non alignée. Ça veut dire ni Trump, ni Poutine. Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qui reste? La défense européenne? Vous ne voulez pas la défense européenne non plus? Mais il reste plein d'autres choses que la défense européenne, monsieur. Mais vous pensez qu'on doit choisir entre Trump et Poutine? C'est ça la question que vous êtes en train de me poser? Pas du tout. Alors, donc vous êtes bien d'accord avec moi qu'on peut être ni Trump, ni Poutine? Donc ni Trump, ni Poutine. Mais quelle est votre solution? Attendez, je vais venir à ma solution. Mais d'abord, vous m'avez demandé de réagir à Madame Hidalgo. Notre position, c'est ni Trump, ni Poutine, c'est la paix. Ni Trump, ni Poutine, mais évidemment, les Américains sont nos alliés et globalement, au-delà de Trump, et Poutine ne l'est pas. C'est une question. Ah bon? Non, moi je... Il n'y a pas d'alliance privilégiée néanmoins que les États-Unis. Il y a eu pendant de longues années... Poutine et Trump dans le même sac. Mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire les mettre dans le même sac, mais les deux... À égalité. À égalité, je pense que ce serait faux de dire à égalité parce qu'ils ont chacun sans doute leurs différences, mais je pense que les deux sont un danger important. Enfin, pardonnez-moi, on dit de Vladimir Poutine et de la Russie qu'elle mène et c'est vrai qu'elle mène des campagnes de déstabilisation en France, à travers les réseaux sociaux, des fake news, etc. Vous pensez que la nouvelle administration américaine ne mène pas des campagnes de déstabilisation en France? Aussi. Pardon? Et les anciennes aussi, donc mais la question n'est pas... Attendez, on va aller au bout. La menace est du même niveau, alors. Attendez, on va aller au bout. On dit de la Russie, et c'est vrai, qu'elle est agressive vis-à-vis de ses adversaires et vis-à-vis de ses voisins d'un point de vue géographique. C'est vrai, elle est agressive. La guerre en Ukraine en est la démonstration. Vous avez l'impression que quand Donald Trump menace d'annexer le Canada ou le Groenland, il n'est pas agressif vis-à-vis de ses voisins. Donc, est-ce que c'est les mêmes? Évidemment que ce n'est pas les mêmes, mais je pense que les deux projets politiques qui sont portés d'un côté par M. Trump et de l'autre côté par M. Poutine... Est-ce que ce sont des projets politiques de M. Trump ou ce sont juste des annonces?
le début de sa Est-ce que c'est pas l'art du deal pour dire tiens, regardez, je suis un grand méchant et puis en fait je ne le ferai pas? Je crois que les annonces qui sont faites elles-mêmes sont déjà problématiques. Mais après, on verra. très concrètement, une prochaine étape se présente. Après, je sais bien. Non, parce que souvent, parce que ça me permet de répondre aux mauvaises informations. Donc évidemment que la France insoumise n'a aucun rapport avec Vladimir Poutine. Vous savez, la seule formation politique mauvaise information qui est venue d'Anne Hidalgo. J'ai compris. Je réponds. Comme vous avez l'habitude de dire que je suis mensonger dans mes présentations. Non, moi j'essaye d'être factuel. Quand vous dites quelque chose de faux, je vous le dis. Mais là, en l'occurrence, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. C'est Madame Hidalgo qui a tenu ce propos tout à fait mensonger. Mais c'est bien, ça me permet de répondre à un certain nombre de fake news qui viennent pas toujours de vous, effectivement. Donc sur ici, on dit la vérité. Sur Trump et Poutine, je crois pas, mais c'est pas grave. Puisque vous venez, sinon vous viendriez pas. Si, je viens pour vous corriger la plupart du temps. Ah oui. Et d'ailleurs, j'ai dû le faire encore à plusieurs reprises aujourd'hui. Mais bref, on va pas polémiquer ensemble. C'est comme ça que vous répondez aux invitations. Vous avez une chaîne qui vous accueille pour donner votre point de vue. Si vous êtes là pour... Moi, j'allais parler de la guerre et de la paix, mais si vous voulez qu'on vienne sur ce sujet, pardonnez-moi, ça fait 4 jours qu'on continue sur la guerre et la paix. Et des mois qu'on racontait des mensonges sur la France insoumise. Donc, pardonnez-moi de vous répondre quand je viens sur votre plateau. Maintenant, continuons sur le sujet. Ça me permet de répondre à un certain nombre de fausses informations. Donc, non, nous ne sommes pas favorables à Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, vous savez, la seule formation politique en France, il n'y en a qu'une seule, qui a accueilli des réfugiés russes à Vladimir Poutine, qui les a accueillis, qui les a hébergés, qui les a pris en charge, c'est la France insoumise. Et vous savez que les amis de la France insoumise en Russie, ils sont en prison ou ils ont dû fuir le pays parce que c'était des opposants à Vladimir Poutine. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Est-ce qu'on peut revenir sur la question de la paix un instant, qui me semble assez importante? C'est-à-dire la question qui se pose. Si une paix se négocie, si on obtient une paix dans les prochains temps, l'enjeu qui se pose en ce moment, c'est présence ou non de forces européennes pour assurer la sécurité de la frontière nouvelle entre l'Ukraine et la Russie. La Russie dit c'est absolument inacceptable, ce serait presque une déclaration d'hostilité à l'endroit de la Russie. Que pensez-vous de la présence éventuelle de forces européennes en Ukraine? Moi, je pense que l'objectif, et je vais répondre par là même à votre question, c'est d'obtenir le plus rapidement possible la paix, et la paix dans le cadre d'un accord de paix qui soit juste, qui ne peut pas être la capitulation totale de l'Ukraine, et qui doit être durable. Et donc qu'est-ce qui est juste dans votre esprit? Non, mais attendez, j'allais venir plutôt sur la deuxième partie parce que ça répondait à votre question. L'accord durable, ça nécessite donc qu'il y ait des garanties de sécurité mutuelle. C'est-à-dire que les deux pays, ils font la paix et ils ont pas de nouvelle motivation, qu'on partage ou qu'on partage pas, de redéclencher la guerre plus tard. Parce que sinon, la paix, elle est précaire et ça sert à rien. Parmi ces garanties de sécurité, le fait qu'il puisse y avoir des forces d'interposition sous mandat de l'ONU, casque bleu ou sous mandat de l'ONU, vous savez, parfois on peut donner un mandat qui ne sont pas forcément des casques bleus, alors sous mandat de l'ONU, si ça permet de garantir le caractère durable de cette paix, j'y suis favorable. Je pense que là où ils sont, ça marche pas souvent. En général, là où on déploie des casques bleus, ça maintient pas vraiment la paix. Ça ne sera pas la seule solution, mais je pense que si on parle de garantie de sécurité, ça peut participer. Pas de troupes européennes, c'est ça que vous voulez dire? Pardon? Pas de troupes européennes, comme ça a été proposé par Emmanuel Macron. Je pense que si on veut des garanties de sécurité qui soient les plus efficaces possibles, il vaut mieux qu'elles impliquent la communauté internationale dans son ensemble. Parce que c'est ça qui sera le plus puissant, le plus fort comme garantie de sécurité. Pour que si M. Poutine veut redéclencher la guerre à l'Ukraine, il est obligé de s'opposer en quelque sorte à la communauté internationale dans son ensemble. Et ensuite, les garanties de sécurité, là c'est mon désaccord principal avec la politique du président de la République aujourd'hui, enfin l'un de mes désaccords principaux, c'est que pour lui, ces garanties de sécurité, elles passent par une course à l'armement de l'Europe, comme si on allait être dans une course à l'armement avec les Russes. Mais si à la fin, vous avez deux blocs qui sont surarmés, mais à la fin, ça se traduit par la guerre. Et moi, je ne suis pas pour la guerre. Il faut faire quoi? Je pense qu'il faut plutôt avoir une logique de désescalade. Et pas une logique d'escalade. Et par exemple, vous avez des accords de non-utilisation d'un certain nombre de types d'armes qui ont été à un moment signés par la Russie. C'est il y a longtemps. Oui, mais qui, par exemple, les ont dénoncés. Il faut les remettre en place. Il y a des bases de lancement de missiles à la frontière russe qui nous menacent, y compris potentiellement, nous, en tant qu'Européens. Et il y a des bases de l'OTAN que la Russie... Vous croyez vraiment que Vladimir Poutine va désarmer? Vous acceptez ça ou vous croyez ça? Mais en échange... Mais attendez, mais c'est un accord de paix, c'est un compromis. Et donc, évidemment que si vous dites à Vladimir Poutine, vous devez enlever vos bases de missiles, mais en échange, vous n'avez rien, évidemment que Vladimir Poutine va vous dire non. Et alors, qu'est-ce qu'on lui donne en échange? D'abord, c'est pas tout à fait à moi de décider les conditions. Mais non, mais puisque vous allez je mets sur la table mettez sur la table jusqu'au bout. Des pistes. Je pense que de toute façon, la ligne rouge que fixera
la Russie, c'est le fait que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN. Je pense que ce sera une condition sine qua non si on veut un accord avec des concessions territoriales. Et après, il y a la question du territoire. Si vous étiez balte, est-ce que vous redouteriez... Je veux bien. Mathieu, si vous permettez. Est-ce que vous redouteriez de l'invasion si vous étiez balte? Alors attendez, d'abord je vais répondre si vous voulez bien à cette question, parce que j'essaye d'être précis sur le sujet. Évidemment, il y a des territoires qui sont des territoires aujourd'hui qui sont occupés par la Russie en violation du droit international, puisque c'est une remise en cause des frontières. Et tout le monde sait aujourd'hui que dans les discussions qui ont lieu entre les États-Unis et la Russie, la piste de travail, c'est de geler la ligne de front. Moi, personnellement, ça ne me convient pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je considère qu'il ne peut y avoir de concessions territoriales que par la consultation des populations qui sont les populations concernées. Voilà, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Par référendum, en pleine guerre? Par exemple, oui, mais alors évidemment pas avec un référendum sous... Il y a eu un référendum en Crimée, c'est un référendum bidon. Non, mais si on est dans le cadre d'un accord de paix, et si on veut que les choses soient sérieuses, il doit y avoir une consultation des populations concernées. Elles ne peuvent l'être que sous supervision alors, des autorités internationales. Voulez-vous mettre dans la peau d'un balte? Non, mais tout simplement, si vous étiez balte aujourd'hui, si vous étiez estonien, si vous étiez lituanien, pardonnez-moi, est-ce que vous auriez peur de l'invasion russe? Ben, surtout, je me poserai la question de quelle garantie de sécurité cet accord de paix va m'offrir pour précisément qu'il ne puisse pas y en avoir. Plutôt que de jouer sur la peur. La question, c'est quelle politique on met en place. C'est pour ça qu'on a besoin de ce que j'ai appelé des garanties de sécurité pour protéger effectivement l'ensemble du continent européen du risque d'une nouvelle guerre. Mais dis attention à comment ce discours de la peur, de la menace est utilisé aujourd'hui en France avec la volonté d'imposer un programme de régression économique et sociale. Est-ce que dans la gradation des priorités de la France, l'Ukraine c'est le premier, ou pour Marine Le Pen par exemple, la priorité c'est la lutte contre l'islamisme radical? Pour vous, la priorité c'est quoi? Sur n'importe quel sujet, islam. Bon, on a compris. Pas vous. Mais non, pas moi, non, ça je vous le confirme. Pardonnez-moi, je pense que la priorité c'est peut-être la question du pouvoir d'achat pour les Français. Peut-être que la priorité à l'échelle mondiale, plutôt que d'avoir des blocs qui rentrent dans une course à l'armement, ça serait la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que vous savez que maintenant, on est sur des scénarios de 4 degrés de réchauffement climatique. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça fait rire des gens. Pouvoir d'achat. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on le prévoie, qu'on l'anticipe, qu'on s'y adapte. Voilà, ça, c'est des vraies priorités. Les autres choses. Merci Manuel Bompard d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous. Très bon dimanche.